Bonjour et bienvenue à cette dernière matinée. Tout a une fin, sauf peut-être dans certaines perspectives. Dans la perspective du premier titre de votre conférence, la fin aurait peut-être été relativisée, quelque peu relativisée. Alors, bon, vous avez été courageux, vous avez tenu le cap des 2 semaines, tenu le cap de la soirée endiablée d'hier soir, ça dansait dans tous les sens. Place de nouveau ce matin à la chorégraphie des idées, et j'ai le grand plaisir d'accueillir, pour un petit mot de clôture, il y a une ouverture, il y a une clôture, il y a un vernissage, il y a un finissage. Donc à l'ouverture, vous avez eu droit au mot du président, au mot du directeur de l'UFR-SHA, de la déléguée régionale du CNRS. Aujourd'hui, Catherine va cumuler toutes ses fonctions en tant que doyenne de l'UFR Lettres et Langues, auquel appartient aussi notre laboratoire pour sa partie littéraire. Voilà, vous l'avez vu avec la présence de nombreux collègues là durant les 2 semaines, et nombreux collègues qui seront aussi là ce matin. Je dirais 2 mots pour présenter Catherine Arnoux, qui n'est pas seulement notre doyenne, mais qui est aussi une collègue de littérature, entre guillemets, qui s'occupe de théorie du style, qui s'occupe de génétique textuelle aussi, donc qui est très sensible, mais sur des textes plutôt contemporains, plutôt modernes. Nous sommes convaincus évidemment que le type d'interrogations qui sont les vôtres, dont on a pu assister au développement durant les 2 semaines, relève d'une approche verticalisante, si on peut dire, du Moyen-Âge, qui fait éclater les frontières temporelles et qui participe évidemment d'une sorte d'atemporalité et d'une modernité. Ce type d'interrogation, donne raison à la phrase de Nietzsche, relayée par Giorgio Agamben, qui veut que le contemporain soit l'inactuel. Donc il y a une dialectique, si vous voulez, entre l'ancien et le moderne. Donc Catherine Arnoux est convaincue, sachant que quand on approche une langue du point de vue stylistique, le génie et l'inventivité d'une langue ne peuvent s'appréhender que dans une perspective diachronique. Donc je ne vais pas rallonger cette présentation, je lui laisse immédiatement la parole. Ensuite de quoi Estelle Grand-Varenne va présenter le conférencier du jour, Constance Muse. Merci Pierre-Marie. Je serai très brève, puisqu'en fait j'ai dit ce matin à Pierre-Marie que je venais en récréation pour vous écouter. Je m'étais échappée de ma fonction de doyenne et à peine étais-je arrivée qu'elle m'est retombée dessus, la fonction de doyenne. Donc évidemment je vous fais part de mon plaisir de voir cette salle bien remplie. Pierre-Marie m'a fait faire le tour de la salle avec la présentation des posters de vos différents travaux de recherche, et je vois qu'ils sont à la fois très divers et très passionnants les uns et les autres. Je suis passée à toute vitesse. Je me serais bien arrêtée un peu plus longtemps, mais je pense que notre conférencier aurait apprécié modérément mon intérêt pour les posters et le différement de sa conférence. Donc je ne peux pas vous souhaiter la bienvenue puisque d'autres l'ont déjà fait et que ça sent plutôt la fin de votre séjour. Je suis persuadée que les 15 jours que vous avez passés à Poitiers ont été très riches et très joyeux. Je suis ravie d'entendre que hier soir, c'est l'aspect festif qui a pris le pas pour couronner toutes les joies intellectuelles, donc c'est très bien, ça fait partie de la conception heureuse que l'on peut avoir des études. J'étais venue apprendre des choses sur l'âme, mais je pense que... Oh, je m'excuse, entre l'amour et l'amour, il n'y a pas grande différence. Voilà, donc il n'y a pas de problème, je vais être également heureuse d'entendre parler d'Abélard et Héloïse. Et je cède tout de suite la parole parce que l'intérêt, c'est vous qui le détenez. Merci à tous. Merci beaucoup. J'ai le grand plaisir d'introduire Constance Muse, qui est professeure à l'université de Monash à Melbourne, en Australie, et qui est aussi directeur dans cette même université du Centre d'études religieuses. Constance Muse a fait son doctorat à Oxford sur le développement de la théologie de Pierre Abélard avec les Theologia, et dont il a fait une édition critique. Puis il est venu 5 ans à Paris
à Paris 3 pour enseigner la civilisation britannique et puis poursuivre aussi ses recherches sur Abélard en lien avec le PHE, avec Jean Jolivet. C'est ce qui explique son français absolument impeccable, et avec ce délicieux accent australien aussi. Il a beaucoup travaillé sur Abélard, donc, et notamment sur un recueil de 113 lettres qui serait possiblement cet échange entre Héloïse et Abélard, en tous les cas, un couple d'amants entre un maître et son élève très doué. Et donc il a fait paraître cette enquête en 1999, dans la version anglaise, et qui a été traduite en français en 2005 sous le titre « La voix d'Héloïse, un dialogue de deux amants ». Alors nous avons beaucoup de chance parce qu'en fait c'est une version enrichie avec une postface qui répond à tout le débat que ça a pu susciter dans la communauté scientifique. Et ça offre vraiment une mise en perspective neuve et tout à fait suggestive aussi du milieu lettré de la France du Nord, là entre des Xe et XIIe siècles, et plus précisément sur cette littérature amoureuse et ce genre de dialogue entre les amants, enfin, entre hommes et femmes. Il travaille aussi plus généralement sur l'évolution de la pensée religieuse au Moyen-Âge, et s'est beaucoup intéressé à Thomas d'Aquin, dont il termine là. Oui, on va dire. Oui. Il travaille beaucoup sur l'édition d'un manuscrit sur la translation des reliques de Thomas d'Aquin, et ainsi il achève aussi une monographie sur la révolution scolastique, les conditions sociales et politiques de cette évolution. Voilà, je vais m'arrêter là. Comme vous l'avez vu, le titre a changé, mais ce sera tout aussi passionnant sur Abélard, Héloïse et les cisterciens. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie. Le grand privilège d'étudier l'histoire, c'est de traverser le temps. Aujourd'hui, je pourrais parler sur l'évolution de l'âme, mais j'ai décidé, à cause de quelques découvertes que j'ai faites dans les mois récents, de travailler sur un sujet dont je suis en train de faire encore des découvertes, assez remarquables parce que j'ai travaillé depuis longtemps sur ces individus. Bon, je vais présenter trois individus. D'abord, Abélard, philosophe et théologien. Simple question. Sans honte, qui parmi vous aura lu l'Historia Calamitatum d'Abélard? Est-ce qu'il y en a quelques-uns? Vous connaissez un peu l'histoire d'Abélard? Un peu. Vous savez les grandes choses. Philosophe, théologien, très controversé. Il a rencontré cette élève, Héloïse, grand amour. Elle est devenue enceinte. Elle ne voulait pas se marier, mais l'obligeait de se marier. Et l'oncle, vous connaissez l'histoire, a fait châtrer Abélard. Ils sont entrés en religion. Lui à Saint-Denis, Héloïse à Argenteuil, l'ancien couvent. Mais ils étaient les deux pas très contents de la vie. Et il y a l'histoire que je vais suivre, c'est qu'après Abélard a quitté, il s'est évadé du Saint-Denis. Il a établi une abbaye, un oratoire, qui est devenu une abbaye vouée au Paraclet. Donc, nous avons Héloïse, et je vais suivre son histoire, pas l'histoire comme amant d'Abélard, pas même de celle qui écrit ses lettres à Abélard, mais l'abbesse du Paraclet. Et surtout quelque chose qui n'est pas du tout connu, en 1942, elle se réussit à établir la première fondation du Paraclet, un petit endroit qui s'appelle Trenel. Et je vais expliquer ma découverte que le patron de cette fondation fut aussi le grand patron d'une abbaye cistercienne de Vauluisante. Et je vous montre ici deux images du XVe siècle. Le premier, c'est dans la Père-Lachaise actuellement, et je crois que c'est tiré de l'ancien tombeau, qui nous montre Abélard, mais aussi Héloïse avec une mitre, abbesse, comme abbesse. Mais le troisième personnage, très important, c'est Bernard, premier abbé de Clairvaux. J'imagine que vous avez tous entendu dire un tout petit peu sur Bernard de Clairvaux. Vous connaissez tous ces grandes... Bon, pas que vous avez lu peut-être,
Mais le grand texte du Bible qu'il connaissait par cœur fut la Cantique de Cantiques. C'est Bernard qui vraiment est le grand spécialiste de l'amour de Dieu vu à travers la Cantique de Cantiques. Donc, nous avons 3 personnages qui ont des choses à dire sur l'amour. Et nous allons voir, mais vous regardez l'image de Bernard, pour la grande femme, pour Bernard, ce n'est pas Marie-Madeleine, mais la Vierge. Et pour lui, pour Bernard, sa théologie est centrée sur le Verbe. Pour Abélard, c'est le Paraclet, le Saint-Esprit. Mais pour Bernard, c'est la Vierge et l'âme le plus réceptive de grâce de Dieu. Donc, toute abbaye cistercienne est vouée à la Vierge. Mais cette image, on s'appelle Lactatio Mariae, bon, c'est plus tardif, mais ça provient d'un miracle de Bernard avec la Vierge. Mais je vais explorer aujourd'hui la complexité de la façon dont Héloïse a négocié ses relations avec l'ordre cistercien à travers les chartes du Paraclet et les chartes de Vauluisant, abbaye que je n'ai rencontrée, que je n'ai découverte seulement dans cette année, il y a 1 an précisément. Et surtout, je vais fixer l'accent sur un texte qui n'est pas connu, mais enfin, c'est le dernier élément des échanges des célèbres lettres d'Abélard et Louise à moi. C'est un scandale qu'on n'a jamais fait imprimer. Le texte final, après l'échange, après la règle d'Abélard pour le Paraclet, nous avons un texte qui s'appelle les Institutiones Nostrae, nos observances, qui est le texte clé qui donne les observances du Paraclet et ses filiales. Et c'est là où Héloïse s'exprime et enfin elle rejette la règle d'Abélard. C'est incroyable qu'on n'a pas pensé à le mettre dans les éditions, même les plus récentes. Et ce qui pour moi s'intéresse, c'est que l'église de la première fondation d'Héloïse est dédiée à Marie-Madeleine, pas en tant que pécheresse, ça c'est une image de Grégoire, plutôt comme la première disciple de Jésus qui a cherché le corps du Christ et qui fut le premier disciple à témoigner la résurrection de Jésus, qui a été apôtre des autres apôtres. Je vais soutenir quelque chose que je n'ai jamais dit avant à propos d'Astrolabe. Leur fils, il y a une historienne, elle s'appelle Brenda Cook, assez âgée, et je n'ai jamais jusqu'ici mis confiance à son hypothèse que Astrolabe, qui fut élevé par la sœur d'Abélard, Denise, est devenu d'abord un chanoine à Nantes, et ensuite est devenu un moine cistercien, et même est devenu abbé dans une abbaye cistercienne à Haute-Rive. Mais je vais parler de ça à la fin de ce discours. On a déjà fait mention de mes livres, de mon livre principal qui a été traduit comme La Voix d'Héloïse. Ici, j'ai argumenté qu'un recueil de fragments d'une centaine et plus de lettres, de vers, d'amour en langue latine, les Epistolae Duorum Mantium, donc le texte. J'ai dit un mot, une phrase, bon, j'ai découvert les lettres des Musulmans à l'université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, qui est tout à fait vrai, parce que j'ai fait mon maîtrise en 1975, et j'ai découvert ce livre. Ce n'est pas les manuscrits, mais c'est bizarre qu'un texte latin puisse se reposer dans beaucoup de grandes bibliothèques universitaires et personne ne le lise. Et en lisant ce texte en 1999, relisant, après avoir fait l'édition d'Abélard, j'ai trouvé des mots-clés qui me signalaient que c'était une affaire, ce n'était pas un couple comme Abélard et Héloïse, comme disait l'éditeur Kensken, mais c'était vraiment les lettres. Et ça a provoqué une histoire
Mais pour vous donner une simple petite idée de ces deux textes, les lettres n'ont pas d'identification. Seulement homme et femme, vir et mulier. Mais lui, il est évidemment un célèbre professeur controversé. Mais dans la lettre 50, à la seule disciple de la philosophie parmi toutes les jeunes femmes de notre époque, la seule en qui la fortune a parfaitement enclos tous les dons et des multiples vertus, la seule belle, la seule gracieuse, j'admire le talent par lequel tu discours subtilement des lois de l'amitié. Tu sembles ainsi non pas avoir vu Cicéron, mais lui avoir enseigné toi-même ses préceptes. Donc, c'est vraiment un marque. Bon, très très bien, vous êtes même mieux, tu es même plus élevé que Cicéron. Elle a un style tout à fait différent. Ce n'est pas un recueil fictif parce que les styles sont très différents. Elle utilise la langue rimée. C'est un style plus traditionnel dans une certaine mesure dans les textes religieux. Mais elle utilise des phrases remarquables. Une phrase, s'il pouvait s'écouler jusqu'à moi, une gouttelette de connaissabilité. C'est un néologisme du miel de la sagesse. Je tenterai d'exprimer de toutes les langues de mon esprit, avec un nectar parfumé, certaines choses à ton amour nourricier, par les signes dont j'ai écrit mes lettres. Dans toute la langue latine, aucune parole n'a donc été trouvée qui sache dire clairement combien mon esprit est absorbé par toi, car Dieu est témoin que je t'aime d'un amour sublime et supérieur. Ce mot scubilitas m'a choqué, parce que c'est un néologisme, et avec les bases de données, on vérifie que c'était Abélard qui était le seul à inventer, et pas seulement il a inventé ce mot, il l'a utilisé pour exprimer la notion quelque chose est connaissable. Il y a une abstraction, connaissabilité, mais qui n'existe que quand c'est instancié dans un petit élément. Elle comprend très bien, mais elle lit une idée qui se trouve dans la Dialectica et Logica Ingredientibus, a des images au fond du miel de la sagesse, ça provient de Cantique du Cantique. Pour parler qu'elle ne trouve pas de mots pour exprimer ce qu'elle ressent. C'est de très subtil. Bon, je ne pense pas que c'est un couple comme Abélard et Louise parmi d'autres. Non. Bon, mais il y a eu un débat parce que même depuis le début du XIXe siècle, les livres célèbres d'Héloïse furent controversés. Est-ce qu'une femme pourrait vraiment dire ces choses? Évidemment, tous les textes au Moyen-Âge sont des textes fictifs pour renforcer la vie spirituelle, impossible. Et même Georges Duby, aux années 90, doutait de l'authenticité des lettres d'Héloïse. Donc, ce qui s'est passé, au fond, on a transféré le débat à ces textes. Mais pour moi, la chose, le plus élément dont je veux concentrer ici, c'est que ces fragments se trouvent dans un manuscrit de Clairvaux. Ils étaient répertoriés par Jean de Vépris, moine humaniste cistercien du fin XVe siècle. Il a rédigé le catalogue de la bibliothèque. Il les a trouvés. Et transcrit pas malheureusement en entière, mais quand même plus qu'une centaine de fragments. Comment est-il possible que ces lettres d'amour, de qui qu'ils soient, sont survécues dans l'abbaye de Clairvaux, fondée par Saint Bernard, le grand adversaire d'Abélard? Et on a tellement fixé dans la littérature latine, depuis Jean de Meun, le roman de la Rose, sur l'image d'Héloïse comme héroïne d'amour, que nous oublions étudier les rapports d'Héloïse avec Bernard de Clairvaux et l'autre d'Cîteaux. C'est seulement après l'apparition de la première édition de mon livre que j'ai fait mon découverte. Pour moi, le plus important, c'est toujours comme ça, on écrit un livre, et on se rend compte après. Bon. J'ai oublié de vérifier le Sicut-Non, parce que le Sicut-Non est connu comme un recueil de textes d'écriture sainte et des pères de l'Église. Il y a 2 extraits de Cicéron dans le Sicut-Non sur l'amitié. Les mêmes 2 qui sont
il y a illusion par l'homme dans ces échanges sur l'amour. Mais plus important, c'est d'analyser l'idée d'homme et de femme dans ces lettres. Au fond, c'est le même qu'Abélard et Héloïse. Pour lui, l'homme, il regarde l'amour comme une chose universelle, il le dit, qui existe entre eux, comme si parfaitement qu'il comprend tous, ils disent, et qu'elle comprend ce qu'elle ressent, et elle, selon lui, ressent entièrement la pensée de lui, qui est fausse, parce que la femme répond avec une autre image d'amour. L'amour n'est pas quelque chose réalisé, parce que c'est un idéal, une obligation. L'amour n'est connu qu'à Dieu, mais pas encore réalisé. Ça, c'est dans les lettres des deux amants. Dans l'Historia Calamitatum, l'amour, bon, évidemment, c'est de la passion, de la chair, charnelle. Et pour lui, dans l'Historia Calamitatum, le vrai amour, c'est l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, qu'au fond, c'est le Saint-Esprit, le Paraclet. Héloïse n'accepte pas sa version de leur amour. Elle insiste que son amour était toujours dépourvu de tout égoïsme et qu'il suivait des règles cicéroniennes, que l'amour ne cherche pas quelque chose pour soi-même, mais ce n'est pas seulement comme pour Cicéron entre hommes, mais entre hommes et femmes. Je reconnaissais ici l'étude qu'a fait Sylvain Piron, qui a fait la traduction, si on veut lire ces lettres, c'est chez Gallimard. Il y a aussi un livre, une nouvelle traduction faite par Barbara Newman qui vient de paraître, Making Love in the 12th Century, l'année dernière. Mais elle arrive à la même conclusion que moi, que les lettres reflètent la culture littéraire du début du XIIe siècle et qu'elles sont en toute vraisemblance, elle dit, des lettres et des vers authentiques d'Abélard et d'Héloïse. Mais il y a eu un énorme débat dans les 15 ans après la parution de mon livre. Mais maintenant, je vais modifier ma vue sur Vauluisant. Abbaye que j'ignorais totalement quand je rédigeais mon livre. C'est une trentaine de kilomètres au sud du Paraclet. Je suis seulement parce que j'étais avec un ami, un cinéaste, son assistante nous a fait loger dans un hôtel qui, enfin, c'était une ancienne abbaye, abbaye cistercienne, et j'étais étonné à découvrir que ça fut établi en 1127, précisément l'année même que Abélard dit que Saint Bernard l'a fait chasser du Paraclet. C'est-à-dire que l'histoire du Vauluisant et du Paraclet étaient des grands rivales. Et premier coup, victoire à Vauluisant. Et j'ai découvert pas seulement que c'était Saint Bernard qui a voulu l'établissement de Vauluisant, mais j'étais étonné à découvrir que c'est grâce à la présidente de l'association des amis de Hélène Cyr, de Trenel, il m'a montré ce pierre tombale, et j'ai été étonné, parce qu'un saut de Trenel, au fond, c'était le premier saut de Trenel qui a subventionné la fondation du Vauluisant. Mais moi, je l'ai connu son nom, parce que aussi, il a été le patron du Trenel, un petit détail. Et ça qui m'a mené dans cette histoire que je vais vous raconter. Et enfin, en 1942, Trenel établi, et en 1946, il y a un accord de paix entre Vauluisant et Paraclet. J'explique pourquoi c'est important. Il nous reste peu de l'original, des bâtiments originaux du XIIe siècle. Au XVIIIe, il restait quand même quelques ruines qui n'existent plus de ça. Mais on peut regarder ici, l'église originale se construit sur ce que Abélard dit, sur les rives de l'Ardusson, petit tributaire de la Seine. Mais le Paraclet se trouve dans la seigneurie de Nogent-sur-Seine, la plus grande ville. Et chose pas connue,
que le seigneur de Nogent-sur-Seine est une fief, ou la seigneurie est une fief de Saint-Denis, qui avait des intérêts dans la Champagne. Donc il y a un élément politique derrière le choix où Abélard est allé. Cet sujet a pu régler la situation. Abélard, qui fut moine à Saint-Denis, a pu s'installer après une discussion avec Étienne de Gerland, le plus grand conseiller politique du royaume à cette époque-là. Et en plus, ce que dit Abélard, il s'est évadé directement à Nogent-sur-Seine, où il y a une grande amie à lui, qui fut prieur de Sainte-Ayoul. Ayoul est une abbaye de la réforme de Molesme, dont je vais retenir cette signification. Mais ce qui m'intéresse, au Paraclet, nous avons des livres liturgiques et des hymnes d'Abélard. Et Sainte-Ayoul et Saint-Denis ont un rôle important. Donc la liturgie du Paraclet, qui est en effet mon but principal, raconte un peu l'histoire d'Abélard. Mais l'Église fut reconstruite. Il y avait une grande, cette région, énorme guerre, 14e siècle, malheureusement, les Anglais. Et parce que c'est à la frontière de plusieurs domaines, c'est comme le Flandre aux Première Guerre mondiale, donc grande destruction, mais on a reconstruit plusieurs abbayes, à la fois Paraclet et Vauluisant. Ici, nous voyons l'abbaye du Paraclet, l'église terminée fin 15e siècle, avec où se trouve le corps d'Abélard et de Louise, ont été transférés de cet endroit marécageux au bord de rivière, au bord de la rue du Sang, et transférés légèrement plus élevé où se trouve la chapelle. Mais un peu d'histoire, d'abord une carte très ancienne malheureusement, mais le Paraclet se trouve dans le diocèse de Troyes, tandis que Vauluisant fait partie du diocèse de Sens. Et pour apprécier cette importance, nous devons comprendre que sitôt, je ne sais pas si ça montre, est-ce que, oui, dans le diocèse de Chalon-sur-Saône, se trouve dans cet autre archidiocèse. Donc, grande importance d'aller en sens, de faire des fondations, de s'installer, pas seulement dans l'archidiocèse de Sens, mais dans le diocèse de Sens, où la cathédrale est de plus haute importance dans le royaume du domaine royal. Donc il y a une stratégie avec la fondation de toute abbaye, mais surtout de Vauluisant, qui mérite d'être remarquée. Bernard veut monter du duché de Bourgogne, d'où il vient, vers le domaine royal, et aussi le comte de Troyes de Champagne. Bernard a dû être nommé abbé par son évêque, Langres, mais qu'est-ce que ça passe? Il fait que son ami Guillaume de Champeaux, qui fut à Chalon-sur-Marne, l'a consacré abbé. Et pour compliquer les choses, c'est Guillaume de Champeaux aussi le grand adversaire de Pierre Abélard. Donc, on peut regarder de près, il y a comme un type de rivalité le fait que Bernard a choisi d'être ordonné abbé par un évêque hors de sa diocèse. Il y a l'ambition en question, sans problème, sans question. Si nous allons ça c'est un premier pour signaler d'abord Paraclet et Vauluisant. La ligne, c'est un peu la ligne de démarcation entre les diocèses de Troyes et de Sens, pour indiquer maintenant les seigneuries. Ça, c'est quelqu'un que j'ai rencontré la semaine dernière, donc oui, j'étais très ravi de comprendre que la seigneurie de Nogent-sur-Seine est plutôt comme une fief de Saint-Denis, c'est-à-dire du domaine royal.
toujours en concurrence avec le comte de Troyes, tandis que la seigneurie de Trenel, qui est assez grande, qui va vers le sud, au fond, est liée au comte de Troyes, mais en plus se trouve très proche dans le diocèse de Sens. Donc il y a un élément de très important. Ce qui se passe en 27, Bernard a demandé à son ami Artaud, qui a précédemment établi Preuilly, pour vous le voir, Preuilly se trouve là, dans le diocèse de Meaux, et Artaud a pensé envoyer des moines en Espagne. Bernard veut, non, envoyer des moines à Vauduisant, et le premier abbé fut d'origine de Metz. Un petit détail, ce qui m'intéresse, que la ville de Metz, ou les moines de Metz, ont été vus comme les meilleures autorités en chant liturgique. Et la liturgie des premiers cisterciens, la première génération, suivait les traditions de Metz. Et donc, il se peut même que Vauduisant a joué un rôle, le premier abbé. Chose importante parce que le Paraclet a utilisé la première génération de la liturgie des cisterciens. Il y a une rivalité certaine entre ces deux abbayes, mais je veux indiquer que ici nous avons, un peu grand, peut-être difficile à voir, les seigneurs d'Anso. Ce qui m'a étonné, pour moi passionnant, il a eu, je pense que c'est plus clair ici, les enfants. Donc, Anso, bon, il n'était pas le premier aîné, il y avait deux frères plus âgés. Un évêque qui fut évêque de Troyes, qui est succédé d'Arthur de Troyes, un grand ami à Abélard et à Louise, certes, je reviendrai. Mais Anso aussi un moine, un frère, qui fut moine, et pas seulement un moine, Celerarius, celui qui s'occupe de nourriture. Et on imagine dans un monastère important, celui qui occupe de nourriture est très important. Et donc, évidemment, un ami personnel de Bernard. Et il y a une sœur, Comitissa, nom de très intéressant. Et c'est elle qui atteste l'accord de paix entre les deux abbayes. Donc, c'est une famille de très intéressant. Vous voyez, en pensant que les lettres d'amour se trouvent à Clairvaux, ça m'intéresse beaucoup qu'il y a ces liens, Anso avec des amis en tous les camps. Héloïse est en plus de couche sociale très élevée, famille noble, et certes de la famille Montmorency, liée même au comte de Troyes et même à le roi. Et c'est pour cette raison que Héloïse fut élevée, et Ersende, sa mère, on croit, moi je crois, que c'est parce que Ersende a le même jour de décès que Ersende de Champagne, qui fut la fondatrice de Fontevraud pour Robert d'Abricel. Et c'est tout à fait possible que Louise a été envoyée à Argenteuil au moment de la création de Fontevraud. J'ai écrit là-dessus. Mais ce qui importe, c'est que Héloïse fait partie d'une couche noble. Abélard n'est pas de couche noble. Mais Anso a ses liens avec Troyes et aussi de Sens. Artaud provient de la cathédrale de Sens, où Abélard fut aussi un chanoine avant la castration. Mais je veux maintenant expliquer pour le déroulement de cette communication trois phases dans l'histoire du Paraclet, c'est-à-dire le début du Paraclet quand Abélard a enseigné les garçons, les étudiants de théologie. Deuxièmement, entre 29 et 42, la formation de l'identité liturgique du Paraclet, et ce qui est de très important, je l'ai su
en 1939, mais je n'ai pas compris pourquoi. C'est un grand ami à moi, maintenant décédé, un grand savant cistercien, Chrysogonus Waddell, qui a indiqué qu'il y avait des éléments cisterciens et abélardiens au Paraclet. Et c'est ça que je suis en train de comprendre, dérouler. Et la troisième phase, c'est Héloïse après Abélard. C'est l'époque de grande expansion. Mais je commence avec les détails. J'ai déjà suivi ça sur la Terre, a été donné, je crois, par Milon de Nogent, qui a fait un peu un agent de Saint-Denis. Mais en 27, quand Bernard a voulu monter en influence dans la région, surtout avec le comte de Blois, il y a eu un changement parce que le comte de Troyes est entré dans le Templier et le contrôle passe à Thibaut de Blois. Et évidemment, Abélard pense qu'il perd d'influence là-dessus. Et c'est ici que Anseau commence à aider les cisterciens. Peut-être ce texte vous est connu. Je lis un élément. C'est un éloge classique d'Héloïse. Et Dieu le sait, elles sont, les sœurs, dans une année plus enrichie, je pense, en bienheureux ce que je ne l'aurais fait dans 100 ans si j'avais continué à vivre au Paraclet. Car si le sexe est plus faible, la pauvreté de la femme est plus chuchante. Et plus important, puis Dieu accorde aux yeux de tous une si visible grâce à cette femme, ma sœur, qui était à leur tête, que les évêques l'aimaient comme leur fille, les abbés, Bernard, comme une sœur, les laïcs comme une mère, et tous admiraient également sa piété, sa prudence, et en toutes choses une incroyable douceur de patience. Plus il était rare qu'elle se lassât avoir, toujours enfermée dans sa chambre pour s'y livrer avec plus de pureté à la méditation sainte et la prière, plus on venait de dehors avec ardeur implorer sa présence et le conseil, c'est un entretien plus spirituel. Héloïse, quand l'a lu, a eu horreur. Parce que je ne suis pas une sainte, j'ai fait commis tant de péchés, mais quand même mon amour pour toi était pur. Bon. Qu'est-ce qu'Abélard a fait? Est-ce que c'est vrai? Oui. Si on met ensemble les chartes, on montre, je ne lis pas tous les détails, mais on voit clairement, elle réussit très vite. Abélard a plusieurs dons, mais il n'a pas le don de la diplomatie. Héloïse l'avait. Privilège papal, fin 31. Moulins de terre, expansion des terres, des chartes, à la fois de lui, et ce qui est important, quand on regarde l'animosité entre ces différents, je me rends compte, la grande capacité d'Héloïse fut d'attirer de soutien des gens en politique conflictuelle, c'est-à-dire de Troyes, de roi de la France, de Henri. Et c'est la fondation de Trenel, mais aussi confirmée par l'archevêque de Sens. Après, il y avait un accord final. Maintenant, je veux vous expliquer. Vous avez entendu dire des cisterciens, mais peut-être vous ne connaissez pas tellement les réformes de Molesme. Parce que Cîteaux, c'est la deuxième génération à d'une réforme qui a commencé à Molesme, qui a influencé Saint-Pierre à Troyes, à Saint-Ayoul à Provins. Je ne lis pas tous ces détails, mais donc c'est Robert qui a établi à la fois Molesme, mais aussi Saint-Ayoul, où Abélard avait un grand ami. Et ça, c'est un peu l'histoire de ces deux choses. Et on peut imaginer que ceux qui proviennent de la tradition de Molesme n'aiment pas du tout les cisterciens, Robert de Molesme a quitté sa propre fondation pour essayer de vivre une autre communauté à Cîteaux. Ce qui m'intéresse, Abélard a une grande connaissance de ces réformes liturgiques et surtout,
j'ai découvert que Abélard rédige un hymnaire, les hymnes pour Héloïse, dans lequel il cite une lettre d'Héloïse, où Héloïse critique beaucoup de hymnes qu'elle n'aime pas trop. Parce qu'on parle au début de la journée et on chante cet hymne à la fin de la journée. C'était vraiment moche. Mais tous les hymnes que cite Héloïse pour les critiquer sont dans le hymnaire de Molesme. Je pense qu'Abélard a commencé au Paraclet avec des livres liturgiques de Sainte Yule, mais elle a dû créer sa propre identité. Mais Abélard écrit une lettre 10 à Abélard. Et imagine l'émotion de cette lettre. Quand Abélard, je suis revenu récemment au Paraclet, pressé par cette affaire, ta fille en Christ, Héloïse, et ma sœur, qu'on appelle abbesse de ce lieu, il n'aimait pas le mot abbesse, m'a raconté avec grande exultation que tu, attendu de longue date, es venu là-bas à cause d'une sainte visitation, et que tu, Bernard, non pas tellement un homme, mais on peut dire un ange, l'avait fortifié et ses sœurs avec encouragement à la sainteté. Imagine que pense Abélard contre Bernard. Bernard aime Héloïse pour son âme, Héloïse aime Héloïse pour son intellect. Mais dans cette lettre, il donne une longue critique de toutes les réformes cisterciennes avec une connaissance remarquable. Et c'est ça qui peut-être explique qu'Héloïse était en train de suivre des pratiques cisterciennes au Paraclet. Et Abélard n'aimait pas du tout. Ce matin, j'ai appris de ma collègue Carol Williams que le grand chant au Quanta Qualia, malheureusement ma femme n'est pas ici, mais elle pourrait la chanter. La grande mélodie de Quanta Qualia suivre toutes les règles cisterciennes. C'est comme si de musique. C'est comme si Abélard a dû créer quelque chose selon leurs règles, mais à sa manière. Il y a un autre grand texte liturgique qui se trouve dans la liturgie, le livre du Paraclet. Et je n'ai pas eu le temps de le traduire en français, mais je laisse, vous comprenez. Epithalamica dix sponsa cantica. Et celle qui le chante le jour de Pâques, c'est Marie-Madeleine, la première à témoigner la réservation. Il faut savoir dans l'évangile de Jean que l'image de Marie-Madeleine qui court au Jésus est tirée de la Cantique de Cantiques. Donc, ça, en effet, la Marie-Madeleine, c'est le personnage clé dans tous les évangiles, la première qui a compris le fait que le Jésus a vaincu la mort. Mais c'est ce que se trouve dans ce texte. Waddell pensait que c'était Abélard, mais moi, de plus en plus, je pense que ce n'est pas Abélard. Le voilà. Maintenant, je vois ce que j'espérais. Je tiens ce que j'ai aimé. Maintenant, je ris quand j'ai pleuré. Je me réjouis plus que j'étais triste. Le matin, j'ai ri et souri. J'ai pleuré la nuit. Dans les lettres de deux amants, c'est la femme qui dit « De legendo quae sivi quaerendo in veni ». Et ces phrases sont tirées de la liturgie de Sainte Agnès, plus ancienne. Héloïse se rappelait de la liturgie qu'il est déjà formée par la Cantique de Cantiques, l'utilise pour exprimer son amour, et je crois, c'est ici, nous avons un texte d'Héloïse, et c'est même plus remarquable parce que ce Epithalamica fait partie d'un des deux drames sacrés, drame de Pâques, où le personnage principal dans les deux est Marie
Madeleine qui cherche le Christ. Il y a une tradition, le Quem Creatis, et le grand chant est Victimae Pascali, qui célèbre le sacrifice de Jésus. Mais ce qu'on trouve au Paraclet, cet drame est transformé en un drame d'amour. Mais maintenant, les institutions nostrées qui se trouvent à la fin, et ce qui m'embête, il y a une édition et traduction qui coûte cher de David Luscombe, 2013, mon ancien professeur. Il continuait la tradition en faisant laisser tomber ce texte, qui est la réponse à la règle d'Abélard. Mais c'est tellement courte que personne... Et on a toujours l'impression, bon, est-ce que c'est le vrai Héloïse? Parce qu'Héloïse parle de l'amour. Elle ne parle pas de la religion. Mais nous avons des phrases remarquables. Nos institutions trouvent leurs origines dans l'enseignement du Christ, qui a prêché et tenu la pauvreté, l'humilité et l'obéissance. Nous suivons les vestiges des apôtres qui ont vécu en commun. D'abord, savoir, cette triade, on n'utilise pas le pauvreté, chasteté, obéissance, ça ne commence qu'au XIIIe siècle. Saint François, surtout. Il y a une possibilité qu'il y avait un groupe à Jérusalem qui utilisait cette phrase. Elle utilise ces trois mots. Regardez en bas. On peut chercher le seul qui essaye de mettre ces trois éléments de base, Saint Bernard. Humilitas, pauvreté, obéissance. Saint François lui-même parle toujours de pauvreté et humilité, mais de questions de politique, la pauvreté est devenue très important. Mais Héloïse, donc elle formule, mais c'est une breveté remarquable. Mais il dit, nous avons envoyé quelques sœurs de parmi nous pour observer la vie religieuse avec un nombre suffisant. Nous avons annoté les observances de notre engagement afin que ce que tient une mère sans chemin, les filles puissent également suivre d'une manière uniforme. C'est un style précisément cistercien, parce que la grande nouveauté des cisterciens, c'est d'établir une uniformité d'observance. Il n'existait pas un ordre bénédictin à cette époque. Il y avait seulement des monastères, des moines traditionnels. Le cistercien, le premier à uniformiser. Il a pris l'idée, mais c'est à la sienne. Et dans cette idée, il ne parle pas des moines, de la vie monastique, c'est la vie religieuse. En effet, c'est le même principe que les règles de Saint Augustin qui suivent la vie religieuse selon l'exemple des premiers chrétiens. Donc, ce n'est pas bénédictin du tout. Et dans ce sens, c'est comme les cisterciens, mais c'est encore plus original. Bon, dans cette situation, 46, non, je n'ai pas traduit ça parce que c'est tellement technique. Rien d'intérêt théologique, c'est de la terre et de la propriété. J'ai trouvé cette traduction d'une thèse, mais c'est simplement pour signaler l'accord des deux. Et ce qui est important, c'est d'attester par Comitissa la sœur d'Héloïse. Maintenant, le dernier élément de ma discussion, Astralabe et son oncle Porchère. Porchère, un nom de Poitiers. Béranger, le père d'Abélard, provient de Poitiers, mais il a vécu à Nantes. Et, chose remarquable, Astralabe non peu utilisé, jamais utilisé, sauf 2 attestations. Astralabe fut un chanoine à Nantes, dont l'oncle, il a hérité le canonicat quand son oncle Porchère est entré à Bouzey, qui est abbaye cistercien près de Nantes. La seule autre attestation d'Astralabe, la 4e abbaye de Hauterive en Suisse, il fallait que tous les moines de Hauterive proviennent de Cherlieu, qui est à 80 km. Donc,
ceci, c'est l'histoire, je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de traduire ces détails. Mais et c'est Brenda Cook qui a monté cette possibilité que Cherlieu, et c'est par hasard, c'est Cherlieu se trouve le musicien le plus important de l'ordre cistercien. Ce qui est vraiment remarquable, que à Haute-Rive, je viens de découvrir 2 manuscrits cisterciens qui étaient remportés à la Révolution en Irlande. Incroyable. Il se peut qu'un de ces manuscrits au moins fut copié à l'époque d'Astrolabe. J'attends une lettre de l'abbé de Melleray, mais ils sont tous très âgés. Mais je veux aller en Irlande, je vais en 2 semaines. Mais en tout cas, nous avons une histoire remarquable. Bref, je pense que nous savons qu'Aloïse a voulu obtenir un poste pour son fils, qui est plus proche d'elle. Au fond, c'est Porcher qui a obtenu une position en entrant moine. Et maintenant, je n'ai pas cru ça, mais maintenant que je me rends compte de ces liens très proches entre le Paraclet et Voluisant, c'est de plus en plus probable, et c'est simplement une hypothèse, qu'elle est aussi un grand ami à Guy de Cherlieu. Et c'est Héloïse qui a demandé à Guy de Cherlieu d'accepter Astrolabe. Et il fut tué parce que très vite, il est devenu abbé. Bon, dans ce sens, comment les lettres des 2 amants sont arrivées à Clairvaux? Suggestion simple. Astrolabe, à la mort de sa mère, est venu au Paraclet et il a donné ces lettres au Clairvaux. Mais c'est seulement une hypothèse. Mais le plus important, c'est de se rendre compte qu'Héloïse jouit d'un réseau d'amitié beaucoup plus grande que les disciples fidèles d'Abélard, comme Béranger de Poitiers, et de Bernard de Clairvaux. Parce que souvent, les gens sont des amis avec des factions. Mais Héloïse a pu transmettre ça. Il faut aussi expliquer que Béranger de Poitiers fut le neveu de, je crois, d'Abélard. C'est lui qui a porté les lettres. Dans cette reconstruction, Béranger et Astrolabe sont à peu près des cousins et transmet le texte entre eux. Abélard écrit un grand poème pour Astrolabe de conseil aux années 30. Bon, nous revenons où nous sommes commencés. Le grand amour de Bernard, c'est pour la Vierge. Ceci se voit dans cette image. Abélard et Héloïse ne partagent pas ça, mais la théologie d'Abélard est fixée sur l'Esprit Saint, la bonté de Dieu. Il est formé dans les écoles, mais le plus important, c'est l'élément théologique de base de sa théologie, qui c'est de la Saint-Esprit. Mais pour Héloïse, c'est l'image Marie-Madeleine, qui est le clé, le personnage, pas comme pécheresse, mais comme première apôtre des apôtres, mais plutôt comme le premier amant de Jésus. Je termine avec une image au Paraclet, au XVIIIe siècle. On croyait que cette sculpture de la Trinité fut sculptée par Abélard, même si c'est une invention impossible de le dire, mais quand même, ça nous montre cette image, une tradition de dévotion au Paraclet qui a continué jusqu'au XVIIIe siècle. Héloïse n'est pas seulement l'héroïne d'amour, mais le Paraclet fut aussi que Voluisant, l'endroit sacré. Et peut-être c'est seulement après la Révolution, avec la destruction de l'abbaye, on a oublié un peu ce cadre de la vie religieuse, mais j'espère vous avez montré que ce qu'a créé Héloïse au Paraclet et à Trenel
et d'autres filiales fut une création, à mon avis, remarquable. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'aurais 2 questions. D'abord sur la manière dont Héloïse réutilise la liturgie pour évoquer son amour dans ses lettres. Est-ce que plus que le reflet de sa conception de l'amour, ça n'est pas aussi le reflet d'un jeu intellectuel qui est très présent de toute façon dans les lettres d'amour des clercs de cette époque-là? Est-ce que c'est pas ce qui se fait à cette époque? Et deuxième question, c'est vraiment une curiosité pour le coup. Vous disiez qu'apparemment Héloïse a demandé à Abélard de modifier, d'apporter des modifications à la règle pour les femmes. J'aurais voulu savoir quel type de modification à la règle elle demandait spécifiquement pour le corps féminin. D'accord. Bon, le deuxième, au début, comme vous demandez sur la critique, non, qu'est-ce qu'a demandé, qu'est-ce qu'a poussé Héloïse à rédiger sa critique sur les traditions, la règle de Saint Benoît. Et elle a demandé toute une règle, et ce qui est le plus bizarre, elle n'a pas suivi la règle qui a fait, c'est très intéressant. La troisième lettre d'Héloïse, de la chance célèbre, est un texte incroyablement riche. Et malheureusement, j'ai vu qu'on a tellement fixé sur les 2 autres lettres d'amour, parce qu'elles parlent de le problème de l'amour, on n'a pas tellement visé l'importance de cette critique. Il faut se rappeler qu'Héloïse est devenue prioresse à Argenteuil, était élue de ses sœurs, n'était pas abbesse, mais à l'Argenteuil, elle a dû faire connaître la règle de Saint Benoît. Et pire, sujet de Saint Denis a dit que les sœurs ne suivent pas la règle, ils mènent une vie débauchée. Donc, il y a une grande critique des femmes qui essayent de suivre. Donc, ce qui est remarquable, pour cette raison, elle ne demande pas seulement une règle pour les femmes, mais une histoire de femmes. Il y a 2 lettres, lettres 7 et 8, ou plutôt 8, c'est l'introduction à la règle d'Abélard. Donc, ce qu'il faut voir, c'est une critique de cette misogynie, de moines comme sujet qui pensent que les femmes ne peuvent pas suivre de tout, mais quand même, elle sait de très bien que la règle de Bénédicte de Benoît n'est pas adaptée aux femmes. Mais ce n'est pas seulement une question de détail. L'idée même de suivre une règle de moine, une vie monacale, quand on étudie de près les institutiones nostres, il faut se rappeler que la lettre 8, ou ce qu'on dit la règle, le mot d'Abélard est institutio. Donc, on a la règle de Benoît, oui, ça c'est vrai, mais ce qui est souvent le cas, qu'on peut créer des institutions qui donnent le détail. Mais quand Héloïse rédige, on peut voir de près de ces institutions nostres, ce qu'elle n'aime pas, il y a trop d'obligations. En effet, c'est ça qu'a fait Abélard. Dans ces grandes, en l'appelant la règle, c'est tellement d'obligations. Et c'est la simplicité. Elle n'aime pas créer des vœux impossibles à remplir. Pour moi, il y a une subtilité de critique dans les institutions qui continue la critique d'Abélard, d'Héloïse, qui a fait de la vie monastique. Donc, ce n'est pas seulement que nous n'avons pas de linge, il n'y a pas de choses pour les femmes. Bon, ça c'est des détails. Mais plus important que nous n'avons, il y a tant d'hypocrisie dans ceux qui se vouent à la religion. Et le seul moyen pour Héloïse d'une simplicité de base.
Première question. Je m'excuse de prendre le temps, mais vos deux questions sont de plus grande importance. La première question, c'est qu'est-ce que c'est l'élément, les idées de base derrière dans la jeune Héloïse qui puisse expliquer sa conception d'amour contre Abélard. Il faut comprendre, pour Abélard, ces lettres d'amour, enfin, n'ont pas tellement original. Il y a un courant des amours, selon Ovide, oui, j'aime bien, oh, tu es si belle, ça va. Mais ce qu'il constate chez la jeune femme, chez Héloïse, c'est un mélange de traditions d'Ovide, de Cicéron sur l'idéalisme et l'écriture sainte. Donc déjà, elle a une vingtaine d'années. C'est assez remarquable. Et on voit, elle s'aperçoit, il y a une évolution. Moi, je ne l'ai pas tout dit sur l'évolution interne. Et si vous pouvez suivre les éléments qui sont en train d'être créés, ça, je pense que vous pouvez bien faire des découvertes. Mais par rapport, c'est clair que ça reprend des idées. Et je ne suis pas expert dans la langue romane. On sait de Guillaume, le Troubadour, et choses comme ça. Mais à mon avis, les Guillaume d'Aquitaine, c'est assez simple, c'est plutôt amour comme jeu, comme c'est pour Abélard. Donc elle fait quelque chose de plus sérieux. Et peut-être qu'il reproche plus tard ce qu'on va voir dans les lettres, mais je ne suis pas expert dans la poésie de langue française de l'amour, mais j'aperçois qu'il y a quand même des parallèles, surtout quand Héloïse a des grands amis, certes, à Mathilde, la comtesse de Champagne. Bien. Bref, ça. J'ai une question de cette image de la femme, oui. Comme Cicéron, que vous avez déjà dit, et la femme dans l'épistole 84, oui. comme Maria Magdalena. Et vous avez dit quelque chose comme l'image de la femme qui vit l'amour comme quelque chose entre l'homme et femme, comme Cicéron, et pas de quelque chose d'universel. Mais Maria Magdalena, selon moi, c'est quelque chose d'universel. Et comment vous pouvez commenter cette transition? Je ne sais pas, parce que c'est l'amour contemplatif. Ouais. Pas pratique, mais contemplatif. Exact. Comment... Absolument. Expliquer plusieurs choses. D'abord, quand Cicéron ne parle que de l'amitié entre hommes. Et il parle que pour lui, amour, c'est quelque chose qui n'existe que parmi très peu des amis, évidemment, entre hommes masculins. Abélard le transforme de peu en disant l'amour, le vrai amour, c'est une chose universelle qui est une formule de philosophie, qui n'existe qu'entre nous deux. Parce que nous deux, nous sommes tellement les mêmes. Elle ne le croit pas. Mais ce que se passe, et je pense que je suis reconnaissant parce que vous touchez peut-être à une découverte d'Héloïse. Parce que qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on peut trouver un exemple de l'amour? Parce que chez Ovide, on a l'amant et ses héroïnes. Et dans les lettres des amants, les héroïdes sont connues comme exemple, mais sont des exemples païens. Pour Bernard, en lisant l'Écriture sainte, c'est le Verbe de Dieu et l'âme,
l'âme est féminin et l'amant, donc c'est quelque chose de très abstrait, c'est comme le Verbe entre dans la Vierge. Ici, elle a saisi que le cantique des cantiques n'est pas entre Dieu et la Vierge, mais entre Jésus et Marie-Madeleine. C'est-à-dire, et on oublie l'image de Marie-Madeleine pécheresse, mais on est plutôt... Et ça se trouve là, dans l'Écriture sainte. Si on lit l'amour, parce que Marie-Madeleine, avec quelques autres femmes, en Marc, c'est avec Salomé et Marie de Cléophas, mais en Jean, c'est Marie-Madeleine seule qui fait ça. Et de peu en peu, je suis persuadé que c'est une création nouvelle. Il y a toujours eu une admiration par Marie-Madeleine, mais c'est beaucoup plus souvent que, selon Grégoire, ça fut pécheresse. Mais ici, il faut que je retrouve le texte de la liturgie de Sainte Agnès, qui fut aussi, enfin, dans toutes les femmes saintes, sont des images de l'âme qui cherche. Il y a cette tradition de cantique, dans les plus anciens manuscrits de cantique de l'Évangile, de l'Ancien Testament, le Vetus Latina. Il y a une rubrique qui dit à propos du chapitre 3, in lectulo meo anima mea, j'ai cherché mon bien-aimé, la voix de Marie-Madeleine à l'Église. Donc, il y avait une connaissance que la cantique, mais très peu de rubriques le signalent. Parce qu'en général, pour Saint Jérôme, Marie-Madeleine est problématique. Jérôme est grand admirateur de la virginité, et c'est ça qui est la tradition de Saint Bernard. Héloïse dit que pourquoi à Abélard, pourquoi il n'a pas de hymne à des femmes qui sont ni martyrs ni vierges. Marie-Madeleine. Et je pense que ça, au fond, c'est revenu à Héloïse, à mon avis, de rédiger. Mais je n'ai pas travaillé ou publié ça, mais ça, c'est mon hypothèse avec Epithalamica et les drames sacrés. Merci. Le lien avec Thomas von Aquino. Je vous remercie. C'est un autre pour faire le lien, en effet, entre ce que je voulais parler d'abord. Ça, c'est une longue piste, mais je vais suivre un peu cette piste. D'abord, je commence avec les cisterciens de la prochaine génération de Clairvaux. Il y a une vie de Marie-Madeleine cistercienne qui prend les idées de Saint Bernard, mais les attache à Marie-Madeleine. Donc, on commence à se rendre compte que l'amour est quelque chose humain. Donc, les idées d'Héloïse, j'imagine, bon, ils sont raisonnées dans un certain sens. Mais, de point de vue, à Clairvaux, il y avait quelqu'un de formation médicale, il s'appelle Alcher de Clairvaux. Il écrit un livre attribué à Augustin sur des spiritus et anima. Oui, nous sommes à la fois de sens, raison et intellect. Il y a une volonté de voir l'homme comme l'être humain, avec tous les éléments. Mais c'est formulé selon les principes boétiens. C'est-à-dire, il y a une hiérarchie entre le sens, la raison et l'intellect. Donc, une volonté de faire une anthropologie, mais ça se situe dans une tradition, un mélange d'Augustin et de Boès.
Et ça, c'est le texte des Spiritu et Anima d'une énorme influence, parce que c'est sous le nom d'Augustin. Et au XIIIe siècle, ce texte est tellement répandu. Mais c'est une vision du personne avec un type de hiérarchie interne entre sens, raison et intellect. Donc, il ne touche pas trop. Ce que se passe, d'abord, ce n'est pas seulement Thomas d'Aquin, c'est son maître, Albert le Grand. Tiens, ce texte des Spiritu et Anima n'est pas du tout Augustin. C'est écrit, selon saint Albert, par un moine cistercien qui fut un peu nul. Albert n'aime pas... Non, il ose casser les vitrines. Thomas d'Aquin est beaucoup plus diplomate. Albert n'aime pas du tout, parce que pour lui, c'est Aristote qui crée une image où l'âme, au fond, c'est la forme du corps. Et l'amour est toujours... Bon, au XIIIe siècle, il y a deux courants. Il y a un courant franciscain qui reprend des Spiritu et Anima. C'est cette tradition d'une hiérarchie d'amour. Mais qu'est-ce qui se passe aussi au XIIIe siècle? Vous connaissez peut-être Jean de Meung, le roman de la rose. Est-ce qu'il est spirituel? Est-ce qu'il a une image spirituelle de l'amour? Pas du tout. Pour lui, l'amour est une but pour l'amant. C'est un peu... Bon, il y a la grande tradition de Guillaume de Lorris qui est bien, oui, idéaliste. Et Thomas d'Aquin doit trouver un chemin entre ces points de vue très différents de l'amour, c'est-à-dire très mondain de Jean de Meung, qui a découvert les lettres d'Abélard et d'Héloïse. Donc, en fond, l'image d'Héloïse comme héroïne d'amour, dédiée à Abélard, mais non pas à Dieu, c'est un peu dans cette situation. Mais il y a aussi le côté franciscain. Donc, il faudra à Thomas de créer une image d'amour qui est à la fois fondée sur le concret. L'âme n'existe que dans le corps, mais il sait aussi, dans la tradition chrétienne, l'âme est immortelle. Thomas s'intéresse peut-être plus à l'intellect qu'à l'amour. Donc, il n'aime pas trop faire cet éloge d'amour que fait Bonaventure dans la tradition. Au fond, c'est dans la tradition cistercienne. Mais à mon avis, il y a chez saint Thomas, il refait une synthèse sur l'amour. Il ne cite jamais Abélard, je doute qu'il a lu, mais certes, il sait qu'il y a un idéalisme, mais il faut pour Thomas faire une synthèse entre amour et intellect. Et ça, c'est clair, je pense, dans le dernier période de la vie de saint Thomas, c'est-à-dire, parce qu'il faut savoir qu'il y a trois grandes phases dans saint Thomas. Il est le commentateur de Pierre Lombard, il est scolaire. Il écrit le Contre Gentiles, qui c'est la théologie de la raison, à part de la théologie des autorités. La dernière phase de 64-65 jusqu'à sa mort est le Summa Theologia, qui n'est jamais terminé. Il met ensemble l'idée qu'on peut argumenter à travers les images de l'Écriture sainte avec des raisons. Et c'est là, il n'a jamais
écrit un texte, Thomas, sur l'amour, un texte concret comme Saint Bernard ou même Bonaventure. Et pour lui, l'amour est beaucoup plus discret que ça, il ne faut pas trop en parler. Mais c'est une réponse sur sa synthèse. C'est une volonté de faire une synthèse entre amour des amis, amour femme, homme-femme, avec l'amour spirituel, l'amour. Il faut que je suis ce que Saint Thomas a dit à propos de Marie-Madeleine, c'est une chose à faire, mais je suis persuadé que Saint Thomas savait qu'il fallait réunir ces courants différents. Je laisse comme ça. Merci pour ta présentation. Tu avais mentionné que Bernard de Clairvaux aimait Héloïse pour son âme, car Abélard l'aimait pour son intellect. Et ma question, c'est que, est-ce qu'on peut penser à la relation entre ces trois personnages comme une sorte de triangle d'amour? J'ai sorti cette phrase de mon texte. J'ai oublié, vous m'avez fait rappeler, mais je peux dire, il y a longtemps, peut-être presque 20 ans, j'ai un ami qui est un moine, un abbé, cistercien, non, pas abbé, il est moine, Michael Casey. J'ai parlé très vite de cette situation. Et je vais le dire en anglais parce que c'est mieux. 2 bulls in the paddock. 2 taureaux dans un même champ. Oui, c'était un triangle de très proche. Et je pense qu'il faut prendre au sérieux ce que Abélard dit que Héloïse a vraiment accueilli. Souvent, il faut avouer que ceux qui lisent, qui aiment bien Abélard et Héloïse, souvent, ils se situent dans un camp, les gens qui n'aiment pas Bernard de Clairvaux. Donc, impossible que Héloïse puisse aimer Bernard à la fois. Il y a un élément de division politique entre laïcs et croyants, toutes les choses de politique du 19e siècle qui jouent toujours. Il faut sauter de ces clivages. Mais il y a un élément personnel, mais je signale un grand élément de politique. Parce que les deux n'étaient pas seulement des individus. Et quand on lit l'Historia Calamitatum, ça semble tout à fait avec des individus. Ah, Bernard est petit méchant. Ça, c'est comme ça que passe la politique. Mais il y avait des réseaux, des factions politiques qui furent au XIIe siècle aussi fermées que les factions au XXIe siècle. Donc, le même problème. Mais il y a eu, et je signale pas seulement Héloïse, j'ai passé sur Artaud de Troyes, qui fut évêque de toute cette période. Artaud, nous le connaissons parce qu'il fut ami de Pierre le Vénérable et de Bernard de Clairvaux. C'est-à-dire quelqu'un qui était capable de traverser les choses. Et je suis persuadé qu'Héloïse n'a pas pu faire ce qu'elle a pu sans le soutien de son évêque, tout à fait normal. Et le passage que j'ai lu, quand Abélard, les évêques les aimaient, bon, ça c'est Artaud, ça c'est Bernard comme abbé, mais oui, il y a une question des deux, parce qu'il y a les rapports personnels, et je pense, oui, et ça explique l'animosité de Bernard contre Abélard en 41, la condamnation. Il parle, j'ai oublié de dire, la première phrase, ce que dit Bernard, Bernard sur Abélard, un moine sans rôle, un prélat sans responsabilité, un abbé sans discipline, qui conteste avec des garçons et converse avec des femmes.
Ça, c'est Bernard contre Abelard. Vous voyez tout, ben, vous avez absolument raison. J'avais une question plus stylistique. Là, vous nous avez dit qu'il y avait encore de la recherche à faire sur le style d'Héloïse en évolution, les influences scripturaires ou plus classiques d'Ovide, Cicéron. Et est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur le style d'Abélard, parce que vous avez notamment noté le néologisme? La question est ici, j'entre dans des domaines controversés. Il faut expliquer une des... c'est quelqu'un que j'admire, Pascal Bauguin, grand latiniste, expert sur le style latin. Elle dit, bon, selon elle, les hymnes d'Abélard sont tellement perfectionnés. Les versets de jeunes professeurs, rien à faire avec Abélard. C'est pas possible, ils ne sont pas dignes. Mais est-ce que vous avez, comme étudiant, écrit des poésies? Vous n'êtes pas gardé, peut-être. Parce que quand on est jeune, on fait des choses. C'est clair qu'il y a quand même une différence entre les deux. Pour Abélard, partout, dans tous ses... il maîtrise des genres différents. Donc, un des grands problèmes, c'est que les lettres... L'Historia Calamitatum, c'est écrit selon un modèle, un genre, surtout de Saint Jérôme, qui est tout à fait différent des lettres de Deux Amants, où les modèles sont des versets d'amour, et surtout dans la tradition ovidienne. Mais Abélard aime toujours être la prose simple, directe. Il n'aime pas trop truffer son texte. Et pour cette raison, c'est toujours, le meilleur, c'est toujours très limpide. Et le texte plana, sermon plana, et ces sermons ne sont pas des grandes œuvres de rhétorique, comme Saint Bernard. Bernard est le maître en rhétorique, l'emploi, développer des images truffées de l'écriture sainte. Ce qui est intéressant avec le style Héloïse, parce que c'est plus simple de les comparer, Héloïse aime la prose rimée. Comme jeune, elle faisait tout le temps. Dans les années 30, elle l'utilise pour les moments sérieux de style, mais toujours avec un type d'imagination. Héloïse écrit plus lentement qu'Abélard. Abélard écrit vite, c'est son style. Mais Abélard est tout à fait capable de suivre, d'écrire selon des règles. Au fond, c'est un peu le défi d'écrire. Donc les hymnes sont très proches et c'est une découverte que je viens de faire avec mon ami musicologue, qu'elle, dans la mélodie, il suit les règles strictes, qui est un peu le même style. Là, de plus en plus, je suis persuadé qu'Abélard ne jamais ferait ce type de intus quaens conspicuous dic foris gaudiet nos laetificans de sponso nuntia. C'est un style à la fois traditionnel, avec à la fois, c'est pas seulement de prose, parce que ça c'est de métrique, mais c'est comme de chant pour ça. Et je suis pas styliste, étudiant de langue, mais j'ai l'impression que ce style, il y a quand même d'influence de Bernard dans ce style de la rhétorique de la persuasion, amour de rime. C'est de redire la même chose dans une autre manière qu'Abélard ne fera pas.
Et ce qui m'intéresse, c'est le choix qu'a fait. Nous avons 2 manuscrits importants de la liturgie du Paraclet, qui est à la fois les textes, les hymnes cisterciens. Et il faut comprendre que les cisterciens suivaient la liturgie authentique qu'utilisait Saint Benoît. Donc les hymnes sont de Saint Ambroise, très anciens. Abélard a osé faire un autre type de texte, mais Héloïse a choisi de faire une combinaison avec tous les hymnes de base cisterciens et peut-être 2/3 des hymnes qu'a composé Abélard. Et il y a d'autres dont nous ne connaissons pas l'origine, qui est un autre d'où viennent-ils? Sont-ils des compositions d'Héloïse? Nous savons de notre ami correspondant, Hugues Mettel, on dit que Héloïse, vous composez des vers dans des combinaisons nouveaux. Il se peut qu'il y a encore des choses à découvrir, mais Héloïse n'a jamais signé ces textes. Donc, impossible. Mais je pense que ce qui fait l'intérêt de la liturgie du Paraclet, c'est la combinaison de styles. Et ça il faudra une analyse de langue pour apprécier la variété. Mais c'est vrai, c'est important. Vous avez montré une image de Saint Bernard et de la Vierge, vous nous avez mis le lait à la bouche, si on peut dire. Est-ce que vous pourriez commenter cette image et ce miracle? Puisque bon, on a le substrat historique, on a le substrat littéraire, stylistique, on pourrait passer aussi à la dimension iconographique. Ouais. Le miracle de base, rapporté au XIIIe siècle, Bernard a demandé à une statue de la Vierge de me montrer que tu es vraiment la mère de Jésus. Et le miracle, ça nous paraît bizarre, que ça jette du lait dans la bouche de Saint Bernard. Bon, évidemment, avec une lecture lacanienne, psychanalyste, on peut dire, bon, il y a un érotisme de base profonde ici. Et la cantique de cantiques, qu'il m'embrasse avec l'embrasse de la bouche, tes seins sont plus riches que Uberatua. Bon, Bernard connaît le texte mieux que moi. Mais ce qui importe dans la lecture de cette image, que c'est la grâce divine qui nourricière, qui provient du Christ, qui donne à la fois de Jésus, la grâce pour nourrir le Jésus. Et enfin, Bernard est comme un enfant qui accroît comme enfant, comme le bébé Jésus. Je suis ouverte à toute analyse psychanalyste, lacanienne ou freudienne, selon vos intérêts. Mais ça s'appelle Lactatio Mariae. Est-ce que quelqu'un a vu des images pareilles? Ça existe comme genre. Plutôt au XIVe, XVe siècle. Mais je pense que, oui, ça choque, mais il faut rappeler les images parce que les Uberas sont les Uberas, les saints, aussi dans la cantique de cantiques qui sont aussi riches parce que nous avons les voix des deux, mais je pense que cette image signale le contexte marial de lecture de ça. Je ne crois pas qu'Abélard aura jamais parlé de cette image. Non, il a autres intérêts. Et avant
avant de conclure, je voudrais vraiment remercier Constante Muse, d'autant plus qu'il continue cet après-midi avec une deuxième conférence, puisque les activités ne s'arrêtent pas au CESCM. Nous enchaînons avec un colloque sur le monachisme urbain, organisé par Timou Imonem et Marianne Sagui, qui est ici. Donc voilà, si vous ne repartez pas tout de suite, vous êtes chaleureusement invités à suivre ce colloque. Et nous pouvons remercier encore Constante Muse pour cette conférence. Alors juste 2 mots de conclusion, et en fait je vais faire comme vous, je vais changer le titre. Ce ne sont pas des conclusions, mais plus un petit mot de clôture, parce qu'il ne serait absolument pas pertinent de faire des conclusions scientifiques, tellement le but de ces 2 semaines était de vous montrer tout un panel de la médiévistique extrêmement varié, donc il n'y a pas de conclusion scientifique à en tirer. Simplement, au nom de l'équipe de direction du CESCM, je voudrais d'abord commencer par remercier tous les conférenciers qui sont venus, alors soit ici en salle, soit sur le terrain pour les visites, sur tous les terrains, par tous les temps, hein, de la canicule jusqu'au temps automnal d'aujourd'hui. Je remercie également très chaleureusement toute l'équipe du CESCM, Catherine Giraud en premier lieu, Anne-Laure Codet également, Catherine Ban, l'équipe du pôle éditorial, donc Flavie Grout et Karine Corr. Si vous avez besoin d'un petit peu de lecture dans le train, dans l'avion, sachez qu'il y a quelques extraits des cahiers de civilisation médiévale qui sont pour vous, que vous pouvez prendre en partant. Je remercie également Vanessa Ernst-Maillet et puis au pôle documentaire, Carlos Del Cueto, Carolina Sarad et Christelle Lupin. J'en profite aussi, et Jean-Pierre Brouard, le photographe, et beaucoup de photos. Peut-être on fera circuler aussi toutes les photos qui ont été prises, ce serait une bonne idée. Je remercie aussi tous les collègues, nombreux enseignants-chercheurs qui ont animé tous ces débats, toutes ces discussions, et finalement on a eu droit à une deuxième conférence, souvent après les conférences, puisque la richesse des questions a permis de continuer la discussion, le débat, et puis a été assez longue à chaque fois. Je remercie également l'association Jeannois, qui œuvre depuis de nombreuses années et qui vraiment épaule toute l'équipe. Alors Caroline Lambert et Nicolas Michel, mais qui ne sont pas là, mais surtout Alessia Chapelle et Cheyenne Noël, qui ont vraiment œuvré. Je remercie également toute l'équipe de l'UFR Sciences Humaines et Arts, vous avez vu le doyen Éric Palazzo au tout début de ces semaines, et je remercie aussi, même si elle est partie, la doyenne de lettres et langues, Catherine Ranou, qui nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui. Enfin, c'est vous, chers stagiaires, que je remercie. On vous remercie beaucoup d'être venus. J'espère que ces semaines ont été riches. En tout cas, elles l'ont été pour nous. Ce sont souvent une aventure humaine et intellectuelle que vous vivez, que nous vivons tous ensemble. Et je pense que je reprendrai ce que vous a dit Éric Palazzo au début de ce séjour. Soyez les ambassadeurs de ces semaines d'études quand vous allez revenir dans vos pays respectifs, dans vos universités respectives. Voilà, faites passer le mot et puis revenez chez nous, que ce soit pour un doctorat, pour un stage, pour un séjour, peu importe, et peut-être dans 10, 20, 30 ans, mais c'est vous qui serez juste là, sait-on jamais. On a eu beaucoup d'anciens stagiaires qui sont devenus des conférenciers. Donc merci à tous, bon retour, et puis voilà, vous êtes ici chez vous, revenez. Oui. Et si parmi vous, si vous êtes intéressé à venir en Australie, venez me contacter. Ou même des vacances.